petit point de perspective sur la prochaine slide. Peut-être Benjamin pour commencer à nous parler sur les marchés en 2018 et notamment avec la baisse récente qu'on a pu voir sur les marchés. C'est vrai qu'on a eu un petit retour à la réalité, notamment en octobre, où tous les marchés sans exception ont baissé. Et on s'y attendait un petit peu, mais le timing était très compliqué. Et le fait que ça arrive en octobre, même novembre, n'est pas encore terrible pour l'instant, on est en recovery, mais très très faible. C'est assez étonnant, c'est ce qui explique cette baisse. On a eu beaucoup de stop loss sur beaucoup de marchés, assez de volume. Et donc voilà un petit peu pour le contexte rapide. Alors, sur le CAC 40, on voit un peu les niveaux, peut-être quelques petits points techniques à surveiller ces derniers jours. On est rentré dans une phase baissière. Alors maintenant, la vraie question, c'est savoir si c'est simplement une phase de correction ou si on rentre dans un mouvement plus prolongé de bear market. Ça, c'est la question que tous les spécialistes aimeraient répondre. Maintenant, un petit point techniquement, effectivement, là, si on revient sur les 4950, à court terme, c'est peut-être le prochain support. Je pense que si on casse les 4950, bon, là, on atteindra vraiment une phase de bear market. Par contre, il est possible qu'on rebondisse sur ce point. Maintenant, clairement, pour vous dire où ça va aller, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun spécialiste qui le sait. On va sur les equities, donc là on est sur du CAC 40. Est-ce qu'il y a des titres que vous surveillez activement ces derniers jours? Il y a eu Renault. Il y a eu Renault récemment où on peut voir avec Carlos Ghosn qui a pas mal performé à la baisse, donc, qui peut être aussi intéressant à regarder. Sinon, il y a les titres du luxe qui performent aussi très bien depuis le début de l'année, Kering et LVMH. Voilà. Et, pas beaucoup d'actions dans le vert, hein, là avec la baisse récente. Il y a eu un écrémage assez important. C'est clair, les secteurs qui sont le plus montrés du doigt, c'est le secteur des semi-conducteurs cette année, c'est un des secteurs qui a le plus perdu. Alors le luxe, je reviens un peu sur ce qu'a dit David, effectivement c'est un secteur qui a très très bien performé les premiers mois de l'année, mais qui malheureusement avec les tensions commerciales qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, parce que vous savez qu'il y a des droits de douane qui ont été imposés de part et d'autre, ben c'est le secteur le plus exposé à l'Asie, hein, donc il y a eu pas mal de retracements sur ce secteur-là. Alors d'un point de vue un peu macroéconomique, pour expliquer un peu cette baisse récente, on parle un peu du Brexit et de l'Italie. Est-ce que vous avez quelques petits points sur ces deux thématiques qui ont pas mal joué ces derniers temps en bourse? Le Brexit, c'est toujours compliqué, c'est toujours encore en cours d'actualité, donc on ne sait pas vraiment si Theresa May va quitter l'Angleterre d'une façon dure ou d'une façon plus tranquillisante. Il y a aussi le problème avec l'Italie où pour le moment il y a le déficit italien, il y a le problème de l'Italie dans la zone euro qui se pose, donc ça reste des thèmes macroéconomiques à surveiller pour le reste de l'année. États-Unis, Chine, tout ce qui est taux long, est-ce que c'est des thématiques que vous surveillez un petit peu en ce moment? Bah bien sûr, c'est partie de l'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés, pourquoi ils baissent? Parce que les marchés, ils ont horreur de l'incertitude. Aujourd'hui, il y a vraiment trois thèmes qui pèsent véritablement sur les marchés. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment le Brexit, il y a un flou qui entoure le Brexit. Il y a évidemment le budget de l'Italie avec la Commission européenne également. Et la dernière chose, c'est les tensions commerciales, donc qui durent depuis pas mal de temps entre les États-Unis et la Chine. Alors, il y a une réunion qui est très très attendue, c'est la semaine prochaine au G20 en Argentine, où effectivement Donald Trump est censé discuter avec le président chinois pour justement essayer de trouver une solution à ce conflit commercial. Et donc là, ça crée beaucoup d'incertitudes et c'est pour ça que les marchés ils sont sous tension actuellement. Alors maintenant, évidemment, Trump, il n'a pas l'habitude de faire dans la demi-mesure, et donc effectivement, s'il ne trouve pas d'accord commercial avec la Chine, il imposera des droits de douane supplémentaires. Cette fois-ci, ce sera début janvier, et là, par contre, là, ça risque de vraiment faire mal au marché, surtout qu'on a vu qu'aux dernières publications trimestrielles, il y a déjà des sociétés qui commencent à pâtir, à souffrir justement des droits de douane, justement, quoi, ça se ressent dans leur chiffre d'affaires et dans leurs résultats. Alors, toujours sur un focus un peu US,
Sur les taux, donc là on a sur le graphe l'évolution pour le taux directeur de la Fed. Sur le 10 ans américain également, peut-être un petit commentaire. On reste toujours à des niveaux... On est sur des niveaux très hauts, en tout cas par rapport à ce qui est proposé dans l'Europe et dans le reste du monde, dans ce qui est dit sans risque. Et du coup, ça incite beaucoup de gérants à placer tout simplement à 3% par an, plutôt que de s'embêter à aller faire des actions où on va avoir un environnement qui est très incertain et où pour la première fois, on aura de la géopolitique qui va influencer énormément le marché, ce qui est très nouveau, qu'on n'avait pas vu depuis vraiment longtemps. La géopolitique qui impactait aussi fortement les marchés, et là c'est tout ce qui fait bouger les marchés. Les statistiques économiques ont des réactions plutôt faibles, alors que n'importe quel tweet de Trump ou réponse des ministères économiques et de commerce chinois peuvent faire bouger les marchés de 100 à 50 points très facilement. Il ne faut pas oublier qu'on était aussi sur une année 2017 qui a été quand même relativement performante en termes de croissance. Donc une prise de bénéfices aussi, je pense, de la part des investisseurs, ce qui explique la situation actuelle des marchés et les baisses du mois d'octobre et de novembre. C'est qu'on a quand même eu 2 années où on a eu quand même beaucoup de verts. On a eu des actions comme Nvidia qui aujourd'hui retrace de 50%, mais qui était passée en 2016, elle valait $25. On était passé à plus de $250 à un moment. Il y a eu Netflix aussi qui a très bien performé. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui ont très bien et qui ont largement surperformé l'ensemble des marchés en général. Je pense à Nvidia, mais pas que. Et donc je pense que c'est aussi une suite logique que les investisseurs aussi prennent par un moment leurs bénéfices et donc reculent et se ressortent un peu des marchés actions. Alors sur les matières premières, donc un très fort recul du baril de pétrole ces derniers jours. Un élément d'explication à donner à ça? Est-ce qu'on peut avoir une tendance de plus long terme sur cette baisse? Je ne suis pas très confiant toujours sur le pétrole. Je pense qu'on pourrait se stabiliser sur des niveaux comme 58-55, tout simplement parce qu'au final sur l'Iran, on n'a pas eu le ban qui était escompté par Donald Trump, donc on a un over-supply, on a trop de production, vu que l'Arabie Saoudite, la Russie avait relancé les vannes pleines balles, comme on pensait que l'Iran allait beaucoup moins produire. Et au final, cet oversupply, il n'est pas du tout absorbé, puisqu'on a la Chine qui commande beaucoup moins, et on va le voir sur le slide d'après, il va y avoir un ralentissement net industriel des Chinois. On le voit notamment sur le prix des métaux, qui est pour moi un des indicateurs fondamentaux de bonne santé chinoise. On n'a pas beaucoup, comment dire en français, de hausse de production d'un point de vue métaux, donc l'offre n'a pas beaucoup bougé. Par contre, la demande, elle est en nette baisse et on a beaucoup moins de commandes de tout ce qui est métal, acier, tous ceux qu'on peut voir ici qui sont cotés au LME notamment. Et ça se voit voilà, sur cette commande de biens durables aux États-Unis. Donc on va avoir en rouge 2018 face en vert la moyenne des 10 dernières années. Et on voit que pour un Q4, c'est très mauvais d'avoir moins 4%, alors que d'habitude on se situe autour des 0. Et tous ces signes me disent que la Chine va beaucoup plus mal que ce qu'on le croit et que les chiffres sont bien évidemment dopés. Et c'est ce qui me donne envie de voir un marché beaucoup plus baissier, en tout cas sur 2019, que toutes les sessions actionnariales que j'ai fait. Ça fait la 4e fois que je suis invité ici. J'ai toujours été acheteur et c'est la première année que je dirais que je suis plutôt vendeur. De même constat, unanime. Très bien, donc là, on va faire un petit focus sur, justement, par rapport à ce contexte-là assez baissier, comment on peut jouer ça, répliquer ça. Alors nous, on a anglais un petit peu sur les réseaux sociaux. David, est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est l'intérêt de se fier aux réseaux sociaux pour pouvoir anticiper ou suivre une tendance? La grande idée, en fait, derrière les réseaux sociaux, donc moi je travaille pour eToro. eToro, c'est le leader en termes de plateforme de trading social. Trading social, en fait, c'est un nouveau concept sur lequel les gens peuvent se suivre et se copier directement. Et en fait, l'idée derrière eToro, c'est plutôt de faire confiance à un banquier et de donner son argent à une seule personne qui aura accès. On fait confiance aux 10 millions, enfin, nous, chez eToro, on a plus de 10 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, ce serait de faire confiance aux 10 millions. Alors, bien évidemment, il faut regarder, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui d'être baissé. Mais c'est vraiment l'idée de la sagesse des foules, prendre de meilleures décisions que certains particuliers. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes les personnes qui peuvent être copiées sur eToro tradent avec leur vrai argent. Donc contrairement aux banquiers où vous lui confiez votre argent et qui derrière le place,
Là, cette fois-ci, les traders tradent eux-mêmes avec leur vrai argent, donc ils n'ont pas vraiment envie de le perdre, ça ne les arrange pas. Et donc, c'est vraiment l'idée d'Itoro, on verra ça plus en détail un peu plus tard. Et pour présenter rapidement Itoro, on a levé 162 millions de dollars. Et on est présent dans 152 pays, donc presque partout dans le monde. Et on a pas mal de partenariats aussi en Chine, en Russie, etc., ce qui nous permet d'avoir une présence vraiment à l'international. Alors concrètement, là on voit une image de la plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement on peut investir en suivant et quels critères on doit prendre en compte pour suivre quelqu'un de performant? C'est très simple, je vais même me lever pour vous montrer directement sur la plateforme. Des actualités sur lesquelles vous pouvez regarder, donc normalement il y a une page personne mais j'arrive pas à y accéder, donc vous avez un fil d'actualité sur lequel vous allez avoir toutes les news, donc un peu comme Twitter ou comme Facebook, sur le fait en fait où les gens vont taguer un marché, donc par exemple ici le pétrole, et ils vont ensuite, au fur et à mesure, on peut voir tous les investisseurs qui vont directement parler sur ces marchés-là, donc si par exemple on prend le pétrole et on prend le premier Xpart, on peut voir ses stats, etc., etc. Et si on décide de le copier parce que sa stratégie nous plaît, on peut cliquer sur le bouton copier, choisir le montant avec lequel on décide de le copier, donc ça peut être 1000, 2000, 500 $, et après tout simplement cliquer sur le bouton copier, et ça va ouvrir proportionnellement en fait son portefeuille, ça va nous ouvrir proportionnellement dans notre portefeuille de copie, donc là on peut voir tout le portefeuille et toutes les actions qu'il a en portefeuille, et donc si on va dans notre portefeuille, alors ici c'est un compte virtuel, si on va dans le portefeuille virtuel, on peut voir que l'Xpart a été copié ici. Et donc les positions sont ouvertes à l'ouverture des marchés, donc là c'est fermé, mais dès que les marchés ouvrent, en fait tout le portefeuille s'ouvre automatiquement et donc proportionnellement à l'investisseur. Donc si l'investisseur trade avec 10 000 $, il peut copier avec 1000 $, ça va tous copier divisé par 10. Et donc on peut vraiment, comme ça, et via toutes les personnes qu'il y a sur Itoro, on peut vraiment essayer aujourd'hui déjà de s'inspirer des meilleurs investisseurs pour essayer de prendre de meilleures décisions. Ensuite, si vous êtes très fort dans le trading et si vous-même vous êtes très performant dans votre stratégie, vous pouvez venir partager avec le reste de la communauté votre stratégie de trading et vous faire rémunérer par Itoro pour partager vos signaux de trading, etc., etc. Et donc après, on a plusieurs outils mis en place. Par exemple, comme le risque, donc là on peut voir, on a un risk score, on a toutes les performances de la plateforme qui s'affichent, donc on peut voir le drawdown maximum du trader, etc., etc. Et donc l'idée c'est vraiment de permettre aux gens de prendre des décisions informées. Alors après on a plus de 10 millions d'utilisateurs comme l'expliqué, donc il ne faut pas non plus copier n'importe qui. Et c'est très important de faire attention parce qu'on peut voir par exemple ici une panoplie de comptes, on peut voir qu'ils sont tous en risque 10, et on peut voir que certains d'entre eux font du 400% ou du 500%. Et ce qui est important à noter, c'est qu'il ne faut pas regarder la performance, parce que quelqu'un qui fait 500%, il peut le faire en étant all-in sur une action avec un fort effet de levier, et par chance, il a pris la bonne direction, donc dans ce cas-là, il a réussi à avoir une bonne performance. Il faut vraiment essayer de regarder, s'informer, essayer de voir la stratégie du trader, essayer de la comprendre, essayer de voir s'il diversifie bien son portefeuille, et pas foncer tête baissée sur la première personne parce qu'il réalise 500 ou 1000%, et se dire je vais le copier parce que je veux des gains rapides. Donc chez Itoro, on a tout. C'est important de noter que tout le monde a des objectifs différents. Certaines personnes veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement, d'autres ont une gestion qui est beaucoup plus de père de famille, donc ils préfèrent gagner 2-3%, mais tous les mois, voire 2-3% tous les ans, mais dans la durée. Et donc c'est vraiment important d'essayer de comprendre la stratégie des traders, et je me répète, mais vraiment essayer d'avoir une stratégie qui colle à nos attentes, et donc pas suivre, si par exemple on est frileux, on est risque averse sur les marchés, pas aller suivre quelqu'un qui prend beaucoup de risques et qui envoie beaucoup de son capital sur les marchés. Après, comme tout, et je pense que c'est l'une des règles les plus importantes en finance et en trading, c'est la diversification. Que ce soit pour les personnes ou pour les marchés, si on trade manuellement les marchés, mais aussi pour les personnes, il ne faut pas suivre simplement une seule personne et la copier à 100%. Et donc vraiment essayer de diversifier en achetant différents actifs, donc on propose un peu de tout, et c'est vraiment important. Et ensuite, ne pas non plus FOMO ni food. Donc FOMO, c'est la peur de manquer une opportunité,
Et le float, c'est douter de son opportunité financière. Donc, pour prendre un exemple, on peut prendre l'exemple du Bitcoin, par exemple, où quand il était à 20 000 $, tout le monde se précipitait pour l'acheter. Et aujourd'hui, qu'il est redescendu à 5 000 $, les gens vendent et ont peur de se remettre directement sur le marché. Et puis enfin, comme je le disais, profiter des autres stratégies pour s'améliorer, avec l'avantage d'avoir différents utilisateurs qui traitent parfois les mêmes actions. Donc on peut voir des actions qui se répètent en portefeuille, et après, si on copie les meilleurs, on peut voir que par exemple, dans les meilleurs traders, il y a beaucoup d'actions qui reviennent dans les portefeuilles. Et donc on peut trouver comme ça des actions, des titres qu'on n'y avait pas forcément pensé, ou s'inspirer de certaines stratégies pour créer la sienne. Merci David. Alors juste peut-être un petit focus, un retour en arrière sur les biais comportementaux. On est dans une période vraiment un peu tendue sur les marchés. Comment vous, en tant qu'intervenant professionnel, vous envisagez ces marchés? Est-ce que vous mettez en place des stratégies pour justement vous déconnecter un petit peu de ces biais comportementaux? Précipiter, de prendre son temps avant de prendre un trade et de bien s'informer, notamment on l'a vu avec le fil d'actu eToro ou tout ce que vous pouvez trouver pour placer les ordres. En termes de diversification, ça reste quelque chose qui est très important aujourd'hui? Alors moi, c'est pas ma spécialité parce que je préfère justement m'intéresser à un produit que je maîtrise bien plutôt que de m'écarter sur plusieurs produits que je vais pas maîtriser. Mais après, je traite des indices. Donc en fait, en tradant un indice, si je fais surtout du DAX, je vais avoir 30 actions derrière. Et quand on a du CAC 40, on a 40 actions derrière. Donc je mets pas non plus tout d'un côté, mais je suis pas un professionnel de la diversification. Non, mais c'est clair, quand on gère un portefeuille d'actions, c'est très important d'avoir un portefeuille diversifié. C'est-à-dire qu'il faut avoir un portefeuille équilibré dans lequel il peut y avoir tous les secteurs qui soient représentés. Après, avec plus ou moins un pourcentage élevé. Mais clairement, quand on gère un portefeuille d'actions, la rotation sectorielle est très importante. C'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, si vous êtes investi sur les technos, il y a des grosses prises de profit sur les technos. Donc ceux qui sont investis sur les technos, eh bien, évidemment, ils souffrent plus que ceux qui sont investis sur des valeurs, on va dire, un peu plus défensives. En ce moment, il y a la pharma qui résiste plutôt bien au marché. Mais bon, après, rotation sectorielle, évidemment, tout le monde aimerait bien avoir le bon timing. Enfin, pour l'instant, elle a l'air de se dessiner avec des grosses prises de profit sur les technos. Et puis, bon, peut-être miser sur des secteurs comme la santé, tout ce qui est pharma, pour essayer de stopper un peu la baisse des marchés. Sur la valorisation de ces marchés, justement, est-ce que pour vous, ça reste encore des niveaux attractifs, compte tenu de la baisse récente, ou est-ce qu'on est à des niveaux qui restent tout de même assez élevés d'un point de vue historique? Alors c'est clair que d'un point de vue historique, on a atteint des sommets avec des capitalisations boursières de 1000 milliards, on parlait pour Amazon qui avait atteint ça quand le titre valait 2000 $, ou d'autres sociétés comme Amazon. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas si réellement c'est un problème. C'est clair que ça paraît démesuré, ou quand on parle aussi de Netflix, ça paraît démesuré. Maintenant, la bourse est d'anticipation, donc effectivement, si vous avez des perspectives de chiffre d'affaires qui sont phénoménales avec des résultats records trimestre par trimestre, bon, bah, pourquoi pas, c'est pas des choses qu'il faut mettre de côté. On peut pas envisager d'acheter des actions comme ça, high-tech, je parle surtout du secteur techno, des valeurs parce qu'on parle surtout de titres qui sont dans le Nasdaq. On ne peut pas traiter ce genre de titres comme on traite des valeurs traditionnelles de bons pères de famille qui font partie d'une industrie classique, genre l'automobile ou quelque chose de ce genre, quoi. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'appelle plus que ça. En termes de couverture, sans parler de produits dérivés, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour couvrir un portefeuille long aujourd'hui? Bon, on peut couvrir avec des produits futurs, ou alors avec des ETF short, si on veut couvrir un portefeuille action, mais bon voilà, sinon Est-ce que c'est pas un peu tard pour couvrir? Ça dépend. C'est-à-dire que là, on a retracé de 10%. Alors les experts, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'une correction de 10%, ça reste une correction. Au-delà, si on va au-delà de 10%, là, on rentre dans une phase de bear market. Et là, c'est une approche qui est différente. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que le marché perde plus 20-30%. Ça va dépendre d'une multitude de paramètres.
notamment ce qui va se passer encore une fois entre la Chine et les États-Unis, l'issue du Brexit, le budget italien, s'il va être accepté ou pas en Europe, et encore une fois, savoir si les investisseurs sont prêts ou pas à revenir à l'achat sur les marchés. Quelles classes d'actifs vous privilégiez actuellement? Benjamin, tu es notamment sur tout ce qui est métaux, en tant que professionnel. Est-ce qu'il y a des idées d'investissement justement à suivre, des classes d'actifs à suivre pour 2019? Non, je pense que les métaux, c'est pas une bonne classe d'actifs si on veut être acheteur. Il y a vraiment très peu d'opportunités et on a eu beaucoup de surprises, des miniers qui ont fermé, il y a eu beaucoup d'accidents, notamment au Brésil où on a eu des barrages qui ont sauté. Je pense que c'est très compliqué pour un investisseur particulier d'investir sur les métaux, qu'ils soient précieux ou métaux de base. Hein. Mais on peut s'en servir comme indicateur, comme je disais tout à l'heure. Moi, la croissance chinoise, aujourd'hui, j'y crois clairement plus. J'ai toujours eu un biais acheteur, j'ai toujours acheté depuis que je suis en bourse. Et là, cette année, c'est vraiment depuis septembre, octobre, on va dire octobre, parce qu'octobre, je ne l'ai pas vu venir non plus, je ne l'ai pas vraiment shorté, j'ai flatté ma position, c'est-à-dire que j'étais acheteur et j'ai coupé tous mes achats. Et là, je pense qu'on est arrivé sur une fin de cycle. Macroéconomiquement, ça déconne total. La Chine ne commande plus, et ça, c'est vraiment le gros point noir. Il n'y a pas de commande chinoise de minerais, de n'importe quelle matière première pour faire des biens. Et sans ça, pour moi, la Terre, elle tourne plus, en tout cas d'un point de vue économique. Et on peut s'attendre qu'à une baisse de 20-30% des marchés, et je pense qu'à ces prix-là, c'est encore vendable. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur point. Il aurait mieux fallu vendre autour des 5200, 5300 pour être plus sûr sur une position short, mais moi je trouve qu'à ces niveaux-là, 4009, 5000, c'est encore vendable pour une position short, je parle. Et si vous êtes acheteur et que vous ne voulez pas vendre à découvert, mon conseil, ce serait de vendre tout ce qu'on a. C'est ce que j'ai fait en tout cas. Donc tu es complètement liquide aujourd'hui? Complètement liquide, à la recherche d'opportunités vendeuses dès qu'on a des petits rebonds à la hausse. David, les clients de ta plateforme, quels sont un peu leur comportement? Nous, on a eu beaucoup de clients qui se sont protégés via des instruments, avec le VIX notamment, ou en achetant de l'or. On a aussi beaucoup de clients qui ont pris des positions short, parce que chez eToro, on peut ouvrir une position à l'achat ou à la vente, donc on a pas mal de clients qui ont sorti les têtes. Si tu te rappelles, eToro et quelques investisseurs, notamment VIX-Gold, qui est à l'écran, qui a très bien performé durant cette crise. On a eu aussi, nous, chez eToro, on a eu beaucoup de clients en 2017-2018 dans la crypto-monnaie, donc ça s'est largement réduit avec les récentes performances du secteur. Mais je pense qu'en 2019, c'est une industrie qui risque de repartir et c'est pas totalement mort. On ne va pas arriver à un Bitcoin à zéro, c'est mon point de vue personnel. Quel est votre avis justement autour de la table sur les cryptos? C'est vrai que le Bitcoin vraiment faisait l'actualité l'année dernière, au cadre du salon actionnariat, c'était vraiment en plein cœur, en plein boom. Là depuis, il y a une très grosse correction dessus. Est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? Quel est votre avis? Moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens se précipitaient quand il était à 20 000 $ le Bitcoin, mais quand je vous dis se précipiter, c'est que nous, on a eu des problèmes chez eToro parce qu'il y avait trop de clients qui arrivaient en même temps. On n'arrivait plus à suivre derrière le nombre de clients qu'on faisait par jour par rapport à la taille de nos équipes. Et aujourd'hui, il reste quand même... je n'achèterai pas directement le Bitcoin et l'Ethereum. J'attendrai que la tendance baissière se termine et je regarderai notamment les niveaux techniques. À 4500, le Bitcoin est un point assez important. L'Ethereum, pareil, aux alentours de 125 $, on reste à des supports qui restent quand même assez importants. Donc je regarderai autour de ces niveaux-là pour voir s'il n'y a pas un rebond. Mais en tout cas, moi, pour info, je hold toujours les crypto-monnaies que j'avais. Benjamin? Moi, pas du tout confiant non plus sur les cryptos, plutôt vendeur. Tout simplement, je pars d'un constat. Je vais essayer de faire une petite explication pour que ce soit simple pour tout le monde. Pour que la machine crypto fonctionne, il faut que plusieurs ordinateurs dans le monde soient connectés et fassent un calcul qui permet de certifier les échanges entre les utilisateurs, pour faire très simple. Et aujourd'hui, enfin, il y a un an, ce calcul était plus rémunérateur que le coût en électricité que ça demandait, tout simplement. Et aujourd'hui, ce calcul, il ne marche plus du tout. C'est-à-dire que déjà, le coût pour acheter des machines est assez élevé, je trouve.
et la rentabilité, elle est proche de 0. Et je parle, j'ai fait ça la semaine dernière, je regardais par curiosité, avec un coût d'électricité en France qui est très très faible. Donc, dans le monde, il est généralement plus élevé, ça va coûter trop cher, donc ça peut se faire que dans des endroits où l'électricité est 0, donc dans certaines régions de Chine ou en Russie, et donc il y a quelques acteurs qui maîtrisent ce marché, mais pour moi, il n'y a plus du tout de place et pas vraiment d'avenir, en tout cas en ce moment, pour les crypto-monnaies en général. Vous partagez ce constat en tant que professionnel? Moi, pas du tout. Personnellement, il parle de l'électricité, mais il parle des monnaies qui sont en proof of work, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des monnaies se développent sur deux concepts, donc le proof of stake ou autre. Donc on n'a plus besoin de machines pour avoir à miner, on détient les tokens et on touche des dividendes. Pour moi, c'est quelque chose qui, je pense, de mon point de vue, change pas mal de choses, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les personnes reprennent et sont maîtres de leur argent, que ce soit avec Ethereum ou Bitcoin, on n'a plus besoin d'un tiers de confiance. Et je pense que ça a connu des moments difficiles. Alors nous, on est en France, donc on peut se dire pourquoi utiliser une monnaie sur Internet, on a l'euro est très stable. Maintenant, quand tu regardes dans certains pays ce qui se passe, comme le Venezuela et tout ça, je te garantis qu'ils étaient bien contents d'avoir des crypto-monnaies à l'époque où le Venezuela, la monnaie ne valait plus rien. Et ça permet à des gens de s'en sortir quand le système monétaire local n'est plus en marche. Et on peut voir aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de tensions dans le monde, et je pense que c'est quelque chose qui sera amené à se développer à l'avenir, sachant qu'après, peut-être pas Bitcoin en lui-même, mais il y a plus de 2000 crypto-monnaies, il y a une industrie énorme avec beaucoup de personnes qui travaillent dedans et certaines personnes qui sont très intelligentes, donc je pense pas que ce soit voué à l'échec et amené à disparaître du jour au lendemain. C'est mon point de vue. Vous partagez ce point de vue? Bah écoutez, moi je suis pas un spécialiste en crypto-monnaie, hein. Je suis plutôt spécialisé sur les equities, mais pour moi, la monnaie c'est le privilège d'un État. Donc quand il y a des monnaies comme ça virtuelles qui viennent concurrencer la monnaie d'un État, forcément si c'est pas encadré, ça reste un actif qui est extrêmement risqué. Maintenant, ce qui s'est passé l'an passé avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, bah, c'est rien d'autre qu'une bulle spéculative, comme on a pu le constater sur les marchés en 2000 avec la bulle Internet. Donc voilà, c'est une bulle qui s'est dégonflée. Maintenant, pour vous dire si ça va continuer de s'effondrer ou pas, honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus. Juste pour reprendre sur la bulle, après j'arrête. Par exemple, si on prend l'exemple d'Amazon, pendant la bulle Internet, Amazon a bien corrigé aussi, et c'est pas la seule, il y avait beaucoup d'entreprises tech. Il y avait pas mal d'entreprises tech et tout qui ont pas mal corrigé. Si on regarde après, le temps est notre ami en bourse. Donc en général, le temps, les marchés ont tendance à remonter à la hausse et à repartir dans une direction haussière. C'est le copie. On est une start-up, on conçoit et on développe des modèles de gestion quantitative intelligents à partir d'un logiciel propriétaire. Alors c'est un logiciel qu'on a déposé auprès de l'Agence française de la protection des programmes. Et ça a nécessité quand même 5 ans de recherche et développement pour aboutir aujourd'hui à un premier programme de trading qui est capable d'investir en bourse. Alors on n'a pas inventé évidemment la gestion quantitative, mais la particularité c'est que la modélisation de nos algorithmes de gestion est dotée d'intelligence artificielle, avec notamment l'intégration, alors c'est un terme un petit peu barbare, d'algorithmes de prédiction de branche de microprocesseurs. D'ailleurs cette technologie-là, notre technologie, elle nous a permis d'obtenir un label Financiation Technologie en juin 2017. Alors, avant toute chose, c'est un modèle qui est fiable, qui est mis en exploitation locative. C'est-à-dire qu'on a réalisé des backtests entre 2009 et 2016. On a ensuite investi de l'argent réel, et c'est sur la base des résultats obtenus à travers donc, nos backtests et nos investissements réels qu'on a décidé de commercialiser en fait nos solutions, nos modèles de gestion quantitative. Alors, chez Altia, on a 2 vecteurs de développement. Alors le premier, on a conclu un partenariat avec une société de gestion française, ça s'appelle Arcube Asset Management, et on a lancé un premier fonds d'investissement qui s'appelle Prévia Long Equity. Ce fonds, c'est le premier fonds qui est géré sur une base, sur un modèle de gestion qui a été établi par notre société. Donc c'est un fonds, c'est un EPCVM français au format UCITS, c'est un coût calcul classique. Et en parallèle, on a conclu, c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, un copy portfolio en partenariat avec eToro. Alors, on a lancé ce premier copy portfolio en août 2018, donc c'est relativement récent aussi. Alors que ce soit le fonds
où le copy portfolio, les deux véhicules d'investissement sont gérés en fait sur les signaux générés par notre algorithme de gestion. Alors là, c'est le positionnement de notre société. Notre société, elle a été développée conjointement par des experts en finance et en technologie. Pour ma part, moi j'ai 20 ans d'expérience sur les marchés actions. Et je suis associé avec mon frère qui lui a une vingtaine d'années d'expérience. Il travaille chez Intel depuis 20 ans. Il est directeur du département microarchitecture là-bas. La microarchitecture, c'est ce qui renseigne l'intelligence aux microprocesseurs de demain. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une technologie issue du monde de la microélectronique, en l'occurrence des algorithmes de prédiction de branche, et on a adapté ça à un modèle de gestion qui finalement va répondre à toutes les contraintes de son environnement. Alors, certes, on a une technologie de pointe, puisqu'on fait de la gestion quantitative intelligente. On est également une machine learning, c'est-à-dire que notre modèle, il a la capacité d'apprendre avec le temps, c'est-à-dire qu'il va apprendre de ses succès et de ses erreurs. Alors, qu'est-ce qui génère l'intelligence artificielle? Justement, c'est des algorithmes de prédiction de branche. Alors, ce n'est pas le thème de la conférence aujourd'hui, mais rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie innovante qui est très avancée, qui va permettre d'optimiser un choix ou une décision d'investissement parmi une infinité de possibilités. Nous, notre algorithme, il est capable de calculer jusqu'à 10 milliards d'opérations à la seconde. Donc oui, aujourd'hui, on revendique une exclusivité en matière de conception et de fonctionnement. Alors souvent, quand on parle d'innovation, ça rime avec complexité. Alors, nous, c'est vrai qu'on a un modèle qui est très complexe, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la prédiction de branche, et à l'inverse, on a tenu à ce que notre mode d'investissement soit le plus simple possible, le plus rudimentaire, à la portée de n'importe quel investisseur. Et donc le modèle le plus simple, c'est quoi? Ici, je pense que dans la salle, tout le monde le comprend. Acheter une action, laisser porter et vendre. Ça, tout le monde sait faire. Voilà. Et donc, évidemment, toujours dans ce souci d'avoir une stratégie d'investissement simple, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de dérivés. Et contrairement à la plupart des autres algorithmes de trading quantitatif, on ne fait pas non plus de high frequency trading, on ne fait pas de trading haute fréquence. Voilà. Alors qu'est-ce que la symbiose de deux univers qui va permettre à la science d'être mise de façon inédite au service de la finance? Alors je vous ai présenté rapidement ma société. Maintenant on va s'intéresser au copy portfolio, donc on a lancé en partenariat avec eToro. Alors qu'est-ce qu'un copy portfolio? Eh bien, un copy portfolio, c'est tout simplement une nouvelle manière d'investir en bourse. C'est-à-dire ça va vous permettre, à vous en tant que client et investisseur, d'avoir accès à différentes stratégies d'investissement, suivant vos affinités. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y en a qui vont être plus sensibles au marché des actions, d'autres plus à la crypto-monnaie, ou encore il y a bien d'autres thématiques. Donc voilà, ça va vous permettre d'accéder très facilement à l'ensemble de ces véhicules d'investissement. Alors en général, puisque moi je suis partenaire copy portfolio, en général les copy portfolios sont gérés par des gens qui ont l'habitude des marchés financiers, par des professionnels des marchés financiers. Donc en principe, vous bénéficiez de l'expertise de professionnels de la finance. Théoriquement, c'est censé optimiser votre espérance de gain. Et effectivement, quand vous adhérez à une stratégie de gestion, évidemment, il y a quand même une maîtrise des risques. De toute façon, pour faire quelque chose en bourse, c'est toujours la même chose. Il faut toujours savoir placer le curseur entre le risque et le rendement que l'on souhaite obtenir. Mais voilà, pour résumer ce que c'est qu'un copy portfolio, on propose aux clients un produit d'investissement de nouvelle génération. Peut-être qu'on peut regarder parce qu'on propose d'autres copy portfolios, donc là c'est un partenaire copy portfolio. Il nous reste 2 minutes avant les questions. Alors on va essayer d'aller très vite. Alors les intérêts communs entre la société qui lance un copy portfolio et la société qui héberge le copy portfolio, donc entre Axia et eToro. Nous, ça va nous permettre, en fonction du nombre de followers, plus on a de followers, plus notre crédibilité et la légitimité augmente. On va avoir une identité visuelle plus forte au niveau national et international, puisque eToro, c'est 10 millions de clients dans le monde. Pour eToro, qui est une fintech avec un biais quand même innovant, ça leur permet de se positionner sur le marché de l'intelligence artificielle aussi. Donc ça va accroître aussi l'intérêt des personnes. Et évidemment, ça va permettre de promouvoir, comme aujourd'hui, des événements autour de la fintech. Alors les atouts par contre pour le client, alors de vous positionner sur un nouveau marché en plein essor, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est le buzzword du moment. Tout le monde en parle, ça touche tous les métiers, ça touche tous les domaines. Donc en devenant client d'eToro et en adhérant à un copy portfolio, vous avez accès en fait aux techniques de gestion les plus avancées. Alors nous, notre positionnement, on n'est pas là pour concurrencer les grosses maisons d'asset management, on n'a pas les moyens. On
On est là, on se positionne comme une alternative crédible à la gestion traditionnelle. Ça veut dire qu'il y a des techniques, il y a des technologies innovantes qui sont là, on sait les utiliser, on a créé un programme et on vous en fait bénéficier à travers notre offre de portfolio. Voilà. Et donc, ça vous permet d'investir en fait avec plus de sérénité, parce qu'encore une fois, les copy portfolios sont gérés par des gens qui ont l'habitude des marchés financiers. On revient encore une fois sur la simplicité. Alors, adhérer à un copy portfolio, comme l'a montré David, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de droit de sortie, il n'y a pas de frais de gestion. En un clic, on rentre des copy portfolios, avec le même clic, on en ressort. Alors, je vais parler maintenant de mon copy portfolio chez Alexia Investment, chez eToro, donc c'est le copy portfolio d'Alexia Investment. On a ce qu'on appelle une gestion de portefeuille équilibrée en fait. On propose à des investisseurs de dupliquer un portefeuille d'actions équilibré. Ce qui veut dire qu'on a une stratégie d'investissement long only. Sur les marchés financiers, ça veut dire encore une fois, on achète une action, on laisse porter, on vend. On a fait le choix d'investir 2 tiers sur les US, 1 tiers sur l'Europe. Ça, c'est un choix délibéré, tout simplement parce que quand on prend les 20 dernières années de marché, on s'aperçoit que la surperformance, elle provient clairement des marchés américains. C'est encore vrai cette année, les marchés américains sont proches de l'équilibre, alors que les marchés européens délivrent de 10%. On s'assure de la liquidité des titres qu'on met en portefeuille. Nous, on n'investit que sur des large caps, européennes et américaines. On s'interdit d'investir sur des sociétés qui ont moins d'1 milliard d'euros de capital boursière. Pourquoi? Parce qu'en 2008, était déjà sur les marchés financiers. D'ailleurs, c'est le cas encore actuellement. Tous ceux qui sont investis sur des small cap et mid cap, quand il faut sortir dans l'urgence, c'est la catastrophe. Donc nous, on s'interdit ce genre d'opération. Sinon, on a également une gestion opérationnelle côté du risque. À chaque fois qu'il y a une position d'achat qui est initiée, automatiquement, il y a un stop loss qui est généré. Le stop loss il est également géré par un algorithme à part entière qui tient compte des données intrinsèques des titres qu'on a en portefeuille. Encore une fois, pas d'effet de levier. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, on a intégré des contraintes de concentration de diversification. Chez nous, dans notre portefeuille, vous avez tous les secteurs qui sont représentés et évidemment, on s'interdit d'investir tout votre argent sur un ou deux titres. Voilà. Pour conclure, oui. quelques mots. Quelques mots. Sinon, on passe aux questions directement, peut-être. Ouais, parce que la suite, c'est perspectives d'amélioration et d'évolution, donc on peut passer aux questions. On passe aux questions, donc vous allez avoir un micro qui est ici, si vous avez des questions. Alors, pour revenir là-dessus, voilà, c'est le copy portfolio d'Alexia Investment chez eToro. On a investi en réel depuis mars sur ce copy portfolio. On est à peu près 2% de performance, et sur l'année, sur les 12 mois glissants, on est à un peu moins de 10% vous voyez, on est à 9,59, donc on est à un peu moins de 10% de performance. Ce qui est une excellente performance cette année sur les marchés actifs. Surtout que le risque est assez modéré quand même. On peut voir que le risque, il redonne à 10% maximum. Donc voilà. Après, il faut aussi noter, on a oublié de préciser, mais on propose d'autres copies portfolio, juste pour introduire ça, parce qu'on a présenté les partenaires financiers, donc les copies portfolio partenaires comme David et Alexia Investment, mais derrière nous, chez eToro, on se sert aussi d'algorithmes de machine learning pour tout ce qui est en fait repérer les traders et après les proposants d'un seul produit d'investissement. Donc c'est les top traders portfolio. Et on propose aussi un autre produit où cette fois-ci c'est sur des thématiques financières. Donc par exemple, on prend la technologie CRISPR, on prend les crypto-monnaies, on prend l'industrie du cannabis médicinal et on crée des portefeuilles en fait directement alloués sur une thématique bien précise du marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?